Donc, monsieur Chevrier, Si, si, on est là. C'est bon là? voilà, parfait. Voilà. Alors bonjour de la Suisse, ou plutôt bonsoir, presque, il fait bientôt nuit. Mais forcé de respecter le temps que vous m'avez imparti, donc en vous parlant eh bien, d'un hybride un petit peu, donc les bourgeoisies entre consortage et collectivité locale, donc avec le sommaire que je vous présente. Donc il y a celui-ci, un peu d'histoire, puis quelques mots sur la loi elle-même qui régit le commune des bourgeoisies en Suisse et en Valais, plutôt en Valais parce que c'est une loi cantonale effectivement et il y a des systèmes très très différents d'un canton à un autre. La loi sur les communes, les bourgeoisies valaisannes en quelques chiffres et enfin donc quelques mots sur la constituante qui est une assemblée législative aujourd'hui en charge de réviser notre constitution. Au niveau de l'histoire, vous voyez que jusqu'au milieu du 19e siècle, eh bien, seules les communes bourgeoisiales existaient sur le territoire valaisan et elles tirent leur origine des consortages. La grande différence, et je m'en reviendrai avec l'ami Valdotin, Roberto Louvain, donc des consortages, mais la grande différence entre les consortages et la bourgeoisie, ce sont les droits de propriété où, par définition, à la bourgeoisie, c'est une personne, une voix, un droit, alors que dans les consortages, donc souvent ces droits sont fonction eh bien, des avantages qu'on a retire, des droits de propriété que l'on a au sein du consortage. Mais je ne veux pas revenir là-dessus, je crois que le professeur a été très explicite à ce sujet. Jusqu'en 1839, eh bien, les droits politiques étaient exclusivement exercés par les bourgeois domiciliés dans la commune, et c'est seulement donc en 1848, vous savez que la Suisse moderne, entre guillemets, date de 1815, et donc c'est la Constitution cantonale de 1848 qui a introduit cette notion de commune des habitants, qui est devenue par la suite eh bien, la commune municipale, et bien sûr en application de ce principe et de liberté fondamentale d'établissement. Dès lors, la commune des habitants a quasiment assumé seule ou de plus en plus seule la plupart des tâches donc, et des charges publiques. Et ce mouvement, donc, il a été quasi irrévocable. En 1870, donc même, on formalise à travers une nouvelle loi eh bien, le fait que les bourgeoisies eh bien, abandonnent aux municipalités la quasi-totalité des biens bourgeoisiaux. Elles demeurent seulement propriétaires de forêts, de pâturages, d'alpages, parfois de terrains, parfois bien placés. Vous verrez, je reviendrai tout à l'heure sur l'un ou l'autre exemple, et d'autres biens publics. Et durant un siècle, même un bon siècle, on assiste vraiment à un lent déclin des bourgeoisies. D'un côté, on porte atteinte à ses droits, et de l'autre côté, effectivement, on augmente ses obligations. Je vais donner deux exemples ici. Eh bien, on obligeait la bourgeoisie à participer notamment à la construction des édifices publics, aux frais de construction, comme on l'obligeait également donc de participer aux frais d'assistance sociale, ou d'aide sociale, plus exactement comme on dit aujourd'hui. En 1989, face à ce déclin, on s'est dit qu'il faut réagir et il y a une loi qui a été adoptée par le législateur cantonal, une loi dont le but est bien d'assurer et de renforcer l'autonomie des bourgeoisies et en particulier donc l'autonomie financière de celles-ci. Alors, on va brièvement survoler ce document et donc cette loi. Vous voyez sous les tâches de la bourgeoisie eh bien, qu'elles octroient le droit de bourgeoisie, donc ce qui était important dans le sens que pendant très longtemps, le droit de bourgeoisie équivalait au droit de cité ou à une notion qu'on a chez nous qu'on appelle l'origine. Respectivement, donc, c'est l'Assemblée bourgeoisiale qui octroyait la naturalisation. Donc, c'était une formalité obligatoire et un passage obligé. Et puis après, on en vient à cette gestion donc des communs et de ce patrimoine commun, du patrimoine bourgeoisial, en assurant l'entretien donc de l'ensemble de ces propriétés bourgeoisiales. Et puis alors, il y a un côté très social, si vous voulez, dans ces communes bourgeoisiales, qui doivent, dans la mesure de leurs moyens, eh bien, soutenir toute œuvre d'intérêt général, et notamment donc, bien entendu, on lui demande et on leur demande à ces deux collectivités locales de collaborer, de coordonner leurs efforts dans le respect de leur autonomie réciproque. Sous la bourgeoisie, et c'est là qu'on voit ce côté de dépendance par rapport à la municipalité, à l'obligation d'accorder des prestations qui sont prévues dans certaines législations, notamment la législation sur les routes, mettre à disposition gratuitement eh bien, l'ensemble du tracé d'une route, ainsi que cours d'eau, les rives, etc., chemin piéton. Donc c'est une obligation qui est prévue sous cet article cas de prestation en nature. Les bourgeoisies, comme acteurs économiques, et je reviendrai là-dessus, donc doivent également payer des impôts aux autres collectivités, que ce soit au niveau donc
donc de la commune municipale, du canton, voire même de la confédération. Comment sont-elles organisées? Je reviens. Au niveau de la fortune et des jouissances, eh bien, vous voyez que les bâtiments bourgeoisiaux qui sont affectés aux services administratifs, aux écoles, eh bien, qui sont nécessaires à la commune municipale, concernent cette affectation s'ils ne sont pas indispensables à l'administration bourgeoisiale. On voit très bien donc cette volonté d'une inégalité finalement entre les deux collectivités qui a été après bien confirmée de manière tangible dans ce texte. Par contre, eh bien sûr que communes municipales et bourgeoisiales concourent à l'entretien des immeubles en fonction et proportionnellement à leur partie de jouissance. Les communes bourgeoisiales, donc, elles doivent fournir aux bourgeois gratuitement à des conditions préférentielles. Elles peuvent donc fournir gratuitement, notamment du bois de construction, du bois de chauffage. Et là, sachez qu'il y a de multiples exemples où on peut imaginer d'autres dons comme ça en nature. La bourgeoisie de Sion, pour la citer, eh bien, offre à ces bourgeois des pommes, offre à ces bourgeois des patates, offre à ces bourgeois même donc une prise en charge partielle, bien entendu, des frais d'hospitalisation, parce qu'elle est extrêmement aisée. Donc, il y a cette possibilité vraiment de favoriser ses propres bourgeois avec eh bien, des prestations qui sont prévues dans un règlement bourgeoisial, lequel est homologué par l'administration cantonale et qui fixe donc toutes ces conditions donc, de jouissance et des droits. Sachez notamment que la remise en jouissance de terrains bourgeoisiaux peut se faire donc pour les bourgeois eux-mêmes à titre gratuit, par exemple des jardins, mais certaines bourgeoisies sont devenues de vrais acteurs socio-économiques, notamment la bourgeoisie de Sion, où toute la zone industrielle lui appartient et où donc la bourgeoisie a octroyé cette fois à des privés des droits de superficie qui lui permettent eh bien d'avoir des revenus assez confortables. On verra tout à l'heure à l'aide de quelques chiffres. Ensuite, donc, vous dire que la dernière vraie compétence de droit public qu'avait la bourgeoisie lui a été ôtée en 2008, je vous en ai brièvement parlé tout à l'heure, c'était le fait que la bourgeoisie eh bien, octroyait le droit de cité, le droit d'origine, et depuis 2008, on peut dire qu'il n'y a plus en main des bourgeoisies de vraies compétences de droit public telles qu'on l'imagine donc ici et ailleurs. Maintenant, donc, bien entendu qu'il y a cette sorte d'interférence entre loi sur les communes et loi sur les bourgeoisies, et donc une législation beaucoup plus récente, la loi sur les communes, a repris donc et a ancré quand même dans la loi sur les communes le statut de commune à la bourgeoisie. Vous voyez que c'est important donc que ce terme y soit, parce qu'aujourd'hui il est contesté, et je terminerai là-dessus tout à l'heure. On parle vraiment de commune bourgeoisiale, où on dit qu'elle est organisée de la même façon que la commune municipale, donc en vue de la sauvegarde des intérêts des bourgeois et l'accomplissement des tâches donc, qui sont prévues et que je vous ai tout à l'heure exposées. La plupart des dispositions de la loi sur les communes sont applicables à la loi sur les bourgeoisies, à quelques exceptions près sur lesquelles je ne m'attarde pas. Ensuite, au niveau de l'organisation, à nouveau cette grande similitude donc, entre communes bourgeoisiales et communes municipales. Il y a l'assemblée bourgeoisiale, l'assemblée donc municipale s'appelle l'assemblée primaire chez nous, qui est donc le législatif, l'organe délibérant. Puis il y a un conseil bourgeoisial, qui est un organe exécutif de 3 à 9 membres, au plus, et selon bien sûr étant toujours impair. Par contre, et je reviens tout à l'heure, donc là où il y a aujourd'hui un vrai débat de fond, c'est qu'il y a de nombreuses communes dans lesquelles il n'y a pas de conseil bourgeoisial séparé et où le conseil municipal exerce également donc le rôle et a le titre de conseil bourgeoisial, ce qui amène parfois certains paradoxes et à certains conflits d'intérêts. Donc, je venais de vous le dire, il y a parfois l'absence de conseil bourgeoisial, et là, donc, on a l'obligation d'avoir une commission bourgeoisiale, composée, bien entendu, exclusivement de bourgeois, mais cette commission n'a donc qu'un pouvoir de préavis, et le préavis qui n'est pas liant. Et il y a même le paradoxe qui veut qu'il y a en Valais de nombreuses bourgeoisies qui sont en réalité présidées par des non-bourgeois, parce que c'est le président de la municipalité et qu'il n'y a pas un conseil bourgeoisial séparé. Donc c'est parfois, la frontière est ténue et pas toujours facile effectivement à faire ressortir. Les communes bourgeoisiales peuvent fusionner, je ne sais pas si chez vous c'est également un grand débat, donc cette thématique des fusions, donc communes municipales peuvent fusionner, les communes bourgeoisiales également peuvent fusionner. Et donc il y a même des cas où
le fait de maintenir la commune bourgeoisiale est un facteur d'avancement de fusion des communes municipales parce qu'il y a un côté identitaire à la commune bourgeoisiale et vous dites aux gens ne perdrez pas votre identité donc dans une plus grande structure au niveau municipalité parce que votre bourgeoisie va être maintenue, parce qu'il y aura un conseil séparé, parce que vos intérêts propres donc seront sauvegardés. Donc ça, c'est un aspect effectivement qui est important dans ce mouvement plus général de fusion de communes. Quelques chiffres pour montrer effectivement que ces bourgeoisies, eh bien, sous une même définition, sous un même couvercle, on peut parler de collectivités extrêmement différentes. Vous voyez ici, on vous a mis quelques fortunes, donc les 7 plus grandes fortunes des communes bourgeoisiales valaisannes. La commune de Sion, donc, qui est la capitale, donc vous voyez qu'il y a une fortune au bilan de 100 millions de francs, donc un tout petit peu plus que d'euros aujourd'hui, donc on a cette chance. Et puis donc Zermatt qui a quasiment 24 millions de fortune et vous avez effectivement ces chiffres. Mais souvenez-vous, donc Sion 100 millions, et si vous voyez le slide suivant, eh bien vous avez de nombreuses bourgeoisies tout en bas qui n'ont tout simplement pas de fortune, ou très très peu, des montants dérisoires, donc d'une dizaine de milliers de francs ou d'une vingtaine. Puis vous avez effectivement cette fois en termes de revenus aussi des situations très très différentes. Je vais vous parler de la commune de Sion, qui était grand propriétaire foncier, qui octroie de nombreux droits de superficie, qui reçoit donc annuellement beaucoup de rentes, donc de droits de superficie, et qui lui permet effectivement de dégager un revenu annuel de plus de 20 millions de francs. Et l'autre, par exemple, ou les deux suivantes, donc qui méritent d'être cités aussi, Zermatt et Sasfé, donc sont les bourgeoisies, sont des acteurs économiques locaux essentiels, notamment sur Zermatt, donc la bourgeoisie est l'actionnaire le plus fort, voire même l'actionnaire majoritaire de l'ensemble de ce domaine où se déroulera, si Dieu le veut bien, donc la semaine prochaine, une descente donc binationale qui partira donc de la Suisse et devrait arriver chez nos amis valdôtains du côté de Breuil-Tchervigna. Mais là, on a typiquement, et Val-de-Marne, c'est la commune de Verviers, on a donc dans ces communes bourgeoisiales beaucoup de revenus, ce sont des acteurs très très importants donc de l'économie locale et de l'économie touristique. Et puis à l'autre extrême, eh bien, vous avez des bourgeoisies où il n'y a quasiment pas de revenus, très peu ou même pas du tout. Et sachez qu'il y a, puisqu'on le professeur Joanne disait qu'il fallait également parler des flux financiers, il y a des cas dans lesquels, pour maintenir ce caractère d'authenticité, d'identité, eh bien, des communes municipales qui subventionnent, donc ça figure à leur budget, les bourgeoisies. C'est le cas notamment de la commune d'Anivier, qui est donc une vallée entière, fruit d'une fusion de 6 communes donc, municipales anciennes, et qui aujourd'hui donc est une seule commune municipale, mais avec 6 bourgeoisies encore. Et là, donc, chaque année, la commune municipale, pour que les bourgeoisies puissent y mener une activité qui est sympathique, qui est souhaitée par les gens et les locaux, eh bien, subventionnent annuellement ces bourgeoisies. Ensuite, vous dire, et ce sera mes derniers mots, sur la Constituante, donc, qui est une assemblée qui est chargée de présenter un nouveau projet de Constitution donc, pour le 30 juin de l'année prochaine. Et là, donc, chaque mot a son point. Vous verrez que à l'état de l'avant-projet aujourd'hui, ça ne veut pas dire encore que ce sera effectivement celui qui sera soumis au peuple donc, au courant de l'année 2024, mais les bourgeoisies sont des corporations de droit public, ce ne sont plus des communes. Et alors, bien entendu que du côté des bourgeoisies, on a tiqué, on est déçu de cette orientation où finalement donc on ne lui accorde plus ce statut de collectivité, mais de corporation, ou en d'autres termes de superconsortage qui exerce effectivement des tâches d'intérêt public. Et là donc, et ça je crois que c'est une bonne nouveauté, pour donner à la bourgeoisie donc sa vraie raison d'être, on obligera, si ce projet va au bout, chacune des bourgeoisies donc à se doter d'un conseil bourgeoisial séparé et non plus donc de cette faculté qui était aujourd'hui possible d'un conseil municipal qui fait également office de conseil bourgeoisial. Ensuite, toujours sur cet avant-projet, eh bien, l'Assemblée bourgeoisiale aura les mêmes compétences qu'une assemblée communale, l'assemblée primaire. Le conseil bourgeoisial séparé sera plus ténu, donc moins de membres qu'un conseil municipal, il y en aura 3 à 7. Et puis là, l'article 131, qui est la grande nouveauté aussi, c'est que le corps électoral, donc les bourgeois, peuvent décider de la fusion des bourgeoisies, mais surtout la deuxième partie, respectivement, leur dissolution. Ce qui signifie que là où les bourgeoisies n'ont pas d'intérêt ou peu d'intérêt à être donc artificiellement maintenues, eh ben, elles pourront par elles-mêmes, si vous me permettez l'expression, se faire harakiri
plutôt que de faire semblant, c'est peut-être une bonne chose, que de doter les bourgeoisies qui ont un vrai impact sur l'économie, sur la société, sur cette propriété commune qui vous tient tant à cœur, bien de les maintenir, et là où c'est effectivement un alibi, une sorte de faux semblant, eh bien qu'elles puissent disparaître et mourir de leur belle mort. Donc si je devais brièvement résumer en deux phrases les bourgeoisies en Valais, donc c'est une notion qui est très large et qui couvre des réalités très très différentes. Donc il y a de nombreuses communes et de nombreuses régions où elles ont un rôle qui est très important, un rôle économique, un rôle social, un rôle d'entraide et donc un vrai vecteur, si vous voulez, socio-économique. Et puis il y a d'autres bourgeoisies et d'autres régions où eh bien, ce rôle n'est pas du tout joué. Et aujourd'hui, donc, il faut se poser la question si elle nécessite et mérite d'être maintenue partout. Il faudra se la poser donc sans phare et oser y répondre de la manière qu'il faut. Et par contre, et dans tous les cas de figure, on peut dire que tant au niveau de la propriété, de la société, que toutes ces bourgeoisies ont joué un rôle extrêmement bien faisant dans la vie socio-économique des collectivités locales. Alors voilà ce que je pouvais vous dire. Les consortages mériteraient à eux seuls donc sans doute un exposé peut-être encore plus long, tellement ils sont donc particuliers, tellement c'est différent aussi d'une région à une autre. Et donc, pour l'instant, je vous propose effectivement de m'arrêter là et je suis bien sûr à votre disposition si vous souhaitez donc poser des questions.